La Commission reprend ses travaux. Ça fait plaisir maintenant d'accueillir les représentants de l'Institut du Nouveau Monde. Comme vous savez, maintenant, vous avez 10 minutes de présentation. Après ça, on aura un échange avec les membres de la Commission. Alors, encore une fois, bienvenue et la parole est à vous. Merci, Madame la ministre, chers élus membres de la Commission des institutions. Merci de nous recevoir dans le cadre de vos travaux. L'INM, l'Institut du Nouveau Monde, a pour mission d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. L'INM vient ici pour vous dire que nous appuyons l'implantation d'un nouveau mode de scrutin qui inclut des éléments de proportionnalité. Il s'agit, selon nous, d'une réponse attendue depuis longtemps à un besoin exprimé de façon récurrente par la population. Cette mesure peut avoir des effets bénéfiques sur la participation électorale et sur la confiance de la population envers les institutions démocratiques, et c'est d'ailleurs ce que je veux vous faire la démonstration. Donc, nous sommes d'avis que le projet de loi numéro 39 propose une réforme nécessaire pour renforcer la confiance envers les institutions démocratiques. Cette réforme du mode de scrutin apparaît comme l'une des solutions à privilégier pour contrer le décrochage électoral observable depuis les années 80. Le phénomène du décrochage électoral est particulièrement préoccupant chez les jeunes, mais également préoccupant au sein de l'ensemble des groupes d'âge au sein de la population. De nombreuses études démontrent que les citoyennes et les citoyens croient que les modes de scrutin plus proportionnels représentent mieux le choix des électrices et des électeurs. En 2019, il y a seulement 22 pays, dont le Canada, qui ont été qualifiés de démocratie complète dans le Democracy Index publié par The Economist Intelligence Unit. Cette bonne nouvelle en cache toutefois une autre qui est moins bonne. La démocratie ne peut être tenue pour acquise. Un nouveau mode de scrutin qui inclut des éléments de proportionnalité pourrait avoir, nous le croyons, un effet positif sur la participation électorale. Dans l'état actuel des choses, 44% des Canadiennes et des Canadiens estiment que leur vote n'affecte pas vraiment la manière dont le gouvernement dirige le pays, tandis que 19% de la jeunesse québécoise estime que la mise en place d'un scrutin proportionnel ou semi-proportionnel serait de nature à favoriser une plus grande participation électorale. Je vous épargne toute une série d'autres données qu'on vous partage dans le cadre de ce mémoire, mais vous avez le document sous les yeux et vous pouvez les consulter. Le projet de réforme électorale jouit d'un fort appui dans la population, comme le démontrent justement ces nombreux sondages dont on vous fait état. Et puis l'INM parcourt depuis 16 ans le Québec et anime des discussions, des dialogues sur toutes sortes d'enjeux, mais beaucoup d'enjeux qui concernent la vie démocratique au Québec. Et nous avons entendu à plusieurs reprises depuis 16 ans des appels à un mode de scrutin plus proportionnel. Je vous donne un exemple plus récent, puisque c'est un exemple que vous connaissez d'un projet qui a même fait l'objet ou qui a suscité des discussions à l'Assemblée nationale l'automne dernier. Donc, l'INM a pu constater l'appétit de la population québécoise pour une réforme du mode de scrutin dans le cadre du projet Constituant. Vous savez, c'est une démarche inédite d'assemblée constituante formée de 42 citoyennes et citoyens qui ont été sélectionnés de façon aléatoire à l'échelle du Québec. Et à l'issue d'une consultation que ces 42 personnes ont menée auprès de la population québécoise, ils ont fait une tournée du Québec dans plusieurs régions. Il y a près de 2500 personnes qui y ont participé. Eh bien, à l'issue de cet exercice, l'Assemblée constituante a jugé essentiel d'inclure dans son projet de constitution un article disant que le mode de scrutin doit respecter ce principe de proportionnalité. Cet exercice-là a eu lieu il y a quelques mois à peine. Alors, on a encore des preuves récentes de ce besoin qui est exprimé par la population. Mais surtout, on est ici pour vous dire que nous croyons que la réforme doit être comprise par toute la population. J'étais ici assise il y a quelques minutes à peine et j'écoutais les débats entre vous et les intervenants qui me précédaient. Et je dois vous avouer que l'ensemble de la population n'a peut-être pas la capacité de comprendre le détail de tout ce qui se passe actuellement, ou en tout cas dans les termes dans lesquels le débat se fait actuellement. Et c'est pour cette raison-là que nous sommes ici pour vous dire que l'information est un préalable essentiel à toute réforme. Et on va vous expliquer comment. Donc, je pense qu'on est d'accord sur le principe que l'information est à la base de tout débat de société éclairée et que pour assurer l'adhésion de la population et le succès de la réforme du mode de scrutin, les Québécoises et les Québécois doivent être en mesure de participer activement à cet important débat en comprenant bien les tenants et aboutissants du nouveau mode de scrutin proposé.
Au cours des 20 dernières années, il y a d'ailleurs de nombreuses tentatives de réforme électorale qui ont échoué au Canada. Il y a plusieurs raisons qui peuvent être évoquées et qui ont d'ailleurs été documentées dans la littérature, comme l'incompréhension des choix soumis à la consultation, l'incertitude liée aux effets qu'auraient les réformes proposées sur la démocratie de leur province, l'indifférence d'une grande partie de l'électorat. Mais à l'INM, nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de sujet trop complexe pour la population. Encore faut-il qu'une information accessible et complète soit disponible facilement pour permettre aux citoyennes et aux citoyens de s'en saisir et qu'il soit possible d'en débattre dans un cadre propice à l'expression des points de vue. Les hypothèses sur les échecs essuyés au Canada devraient nous permettre d'éviter les erreurs du passé. Et le projet de réforme du mode de scrutin, aussi ambitieux soit-il, ne peut être préparé qu'à demi, et ça inclut la phase préparatoire et la phase d'information de la population. Il est primordial, nous croyons, de déployer tous les efforts nécessaires pour assurer, d'une part, une large participation de la population à l'adoption de la réforme, et d'autre part, pour que cette participation soit informée. Nous croyons essentiel qu'un tiers neutre soit mandaté pour informer l'ensemble de la population en amont de la période référendaire. L'effort d'information devrait se conjuguer avec des occasions de dialogue sur la question. Il ne faut pas lésiner sur les moyens d'atteindre tous les groupes de la population et pour donner une chance raisonnable à tous les individus, sans exception, d'être informés adéquatement dans un langage qu'ils comprennent. Si la réforme échoue, ce doit être uniquement parce que les citoyens n'en veulent pas et pas parce qu'on n'a pas suffisamment informé ou dialogué sur cette réforme. On souhaite, pour terminer, souligner certains aspects que présente la réforme qui nous apparaissent des risques et qu'on vous invite à considérer. D'abord, on identifie un risque d'amalgame entre les élections générales et le référendum sur un nouveau mode de scrutin. En revanche, et on tient aussi à le souligner, la concordance des élections et du référendum est susceptible d'encourager la participation à la consultation sur le nouveau mode de scrutin et c'est pas négligé dans un contexte où la participation électorale décline de façon ahurissante. Si la consultation référendaire a effectivement lieu en même temps que les élections générales, il faudra redoubler d'efforts pour mettre en place, en amont de la période référendaire, les conditions pour informer adéquatement la population dans un cadre exempt des tensions partisanes. Pour les informer, donc, ces citoyens et citoyennes des avantages et inconvénients des deux options soumises au vote. Ce mandat, croyons-nous, pourrait être confié à Élections Québec, un tiers neutre dont la crédibilité est établie. On aimerait aussi vous partager une interrogation, c'est-à-dire le sort qui sera réservé aux groupes de la société civile qui voudront participer à la discussion et informer la population pendant la période référendaire. On a vu lors des dernières élections générales que certains groupes de la société civile ont été prise à partie, mise en demeure, rabrouée pour avoir voulu partager de l'information visant à éclairer les citoyens sur le vote qu'ils s'apprêtaient à faire. Il y a un autre risque qui est celui de négliger l'importance d'informer adéquatement la population faute de temps. La campagne d'information doit se déployer sur le terrain et non uniquement sur des plateformes en ligne, qui est une nouvelle tendance. Des plateformes en ligne qu'une large portion de la population risque de ne jamais fréquenter. Nous ne pouvons pas nous permettre d'exclure des personnes de cet important dialogue sous prétexte qu'ils ne sont pas joignables en ligne, parce qu'ils ignorent qu'un tel enjeu va être soumis au vote en raison de la fracture numérique, qui est aussi un enjeu. Les députés des régions peuvent en témoigner. Pour des questions de littératie, je vous rappelle que 53% de la population du Québec n'atteint pas le niveau 3 sur l'échelle de littératie pour des raisons économiques, parce qu'on n'a pas accès à un ordinateur ou pour toute autre raison. Il est de la responsabilité de l'État de veiller à informer adéquatement tout le monde, sans exception, sur cet enjeu d'intérêt public. Finalement, il y a aussi un risque d'abandonner le projet de réformer le mode de scrutin. Le besoin a été démontré. Les acteurs de tous les milieux la réclament. Maintenant, il faut s'entendre sur ces modalités. Mais la réforme doit aller de l'avant et elle ne peut se faire sans tenir compte des nombreuses contributions des parties prenantes qui se sont présentées devant vous, membres de la Commission des institutions, pour éclairer vos travaux. Alors, nous formulons le souhait que la présente réforme transcende les intérêts partisans. Nous savons que les parlementaires en sont capables et que les résultats de vos travaux jettent les bases d'une réforme du mode de scrutin, celle qui est tant attendue.
Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment. Madame la ministre, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci de votre présence. Merci de votre témoignage. Vous amenez quand même le débat à un autre niveau, donc le niveau des principes, et ça, pourquoi nous faisons cette proposition-là de réforme électorale. Je vous dirais que d'entrée de jeu, je suis d'accord avec plusieurs de vos commentaires au niveau des principes, particulièrement quand vous recommandez à la dernière page de votre mémoire, dans le résumé, là, que le gouvernement, au regard des effets positifs que pourrait avoir le nouveau mode de scrutin sur la confiance envers les institutions démocratiques, donc aille de l'avant, mais cherche surtout le consensus le plus large possible sur le mode de scrutin à proposer dans le cadre du référendum pour éviter un débat technique. C'est un peu ce que vous avez mentionné. Il y a des débats techniques inévitables quand même en consultation, mais sur les grands principes, pour être sûr que ce soit l'intention de rendre le résultat du scrutin plus représentatif de la volonté des citoyens qui soit véhiculé. C'est ce que nous avons tenté de faire dans ce projet de loi-là. Effectivement, on a consulté beaucoup. On a encore probablement des choses qui sont perfectibles à discuter, mais la démarche a été de trouver le plus large consensus possible. Donc, j'ai pas l'idéal dans tous les secteurs, mais j'ai essayé d'atteindre quelque chose qui ferait en sorte, et c'est un peu la question qu'on pose à plusieurs groupes, et vous me pardonnerez l'anglicisme, mais je leur demande dans vos demandes de modification, qu'est-ce qui sont des deal breakers ou qu'est-ce qui font en sorte que pour vous, ça ne vaudrait pas la peine de faire la réforme si ça, c'est pas inclus dans le projet de loi. Je constate que dans votre mémoire, vous n'abordez aucun ou presque des éléments plus techniques et vous vous en remettez au principe. Est-ce que c'est de façon délibérée ou c'est parce que vous n'avez pas d'opinion? Je suis sûre que vous en avez une, là. Mais vous ne disiez pas à propos, justement, d'aller aussi micro dans votre analyse, juste pour voir un peu qu'est-ce qui a motivé votre prise de position et la façon dont vous avez pris cette position-là. Une des raisons qui milite pour le positionnement que nous avons privilégié et le message que nous avons décidé de faire véhiculer auprès de vous, c'est, entre autres, l'analyse des raisons qui ont conduit aux échecs de propositions de réforme de mode de scrutin aussi ailleurs au Canada. On a étudié différents phénomènes, différents cas, notamment la Colombie-Britannique, l'île du Prince-Édouard. Donc, il y a eu plusieurs cas qui ont été documentés, même au sein du gouvernement fédéral. Il y a une réforme plus récente, mais on ne s'attardera pas à celle-là. Et on a constaté, en fait, que ce débat n'a pas réussi à susciter l'intérêt et la confiance de la population. Il y a eu des vices dans la procédure et non pas dans la façon, nécessairement dans la proposition du mode de scrutin. Nous, ce qu'on se dit, c'est que le processus qui conduit doit être irréprochable. Et pour ne pas conclure pour pas en arriver à de mauvaises conclusions. En fait, on l'a écrit aussi, là, je cherche la façon dont on l'avait formulé dans notre mémoire. Mais ce qu'on dit, c'est que si la réforme échoue, c'est pas parce qu'on n'aura pas mis en place toutes les conditions nécessaires pour qu'elle soit comprise par la population, mais c'est parce que la population n'en veut pas. Nous, on croit que la population en veut de cette réforme-là parce que nous l'avons entendu pendant 16 ans, nous le répéter à toutes les occasions, même quand on ne parlait pas directement de la réforme du mode de scrutin, ça revenait régulièrement. Mais on a voulu mettre de l'avant cet angle mort parce que celui-ci est souvent négligé et on croit que la réforme, elle est nécessaire. Okay. On pense aussi qu'il y a suffisamment d'acteurs actuellement qui ont étudié l'ensemble des modalités et qui vous font des propositions qui sont suffisamment riches et pertinentes et que vous avez le devoir d'en faire l'arbitrage, mais que vous avez sur la table suffisamment de ces propositions-là. On a préféré jeter un éclairage différent sur la proposition. Dans le fond, ce que vous... Oui, allez-y. Oui, c'est délibéré. Oui, question, là, oui, c'est délibéré, qu'on n'entre pas dans le débat technique sur la mécanique. Il y en a d'autres qui sont meilleurs que nous pour faire ça. Nous, on veut vous amener sur comment informer et interpeller les citoyens. Oui, ça va être sur l'intention. Oui, ça va être sur les principes. OK. Donc, vous nous ramenez à la base, puis je trouve ça intéressant, puis je veux les mettre en lumière dans le temps qu'on a, parce que souvent, on a peu de temps pour en discuter en commission parlementaire, malgré votre mémoire est très complète. Puis je vous parliez des statistiques et que le nouveau mode, à la page d'ailleurs 7 de votre mémoire, un nouveau mode de scrutin qui inclut des éléments de proportionnalité pourrait avoir un effet positif sur la participation électorale.
Puis vous mentionnez que dans l'état actuel des choses, 44 des Canadiens et Canadiennes estiment que leur vote n'affecte pas vraiment la manière dont le gouvernement dirige le pays, donc que leur vote ne compte pas. Et c'est quand même un sondage assez récent de 2019, je crois. Oui. Donc je pense que c'est important de le mettre en lumière. Effectivement, les raisons pour lesquelles on s'est rendu jusqu'ici, je pense qu'elles sont aussi importantes, sinon plus, que les détails et la mécanique qu'il ne faut pas négliger. Parce que souvent, on dit que le diable est dans les détails, mais j'en profite pour faire mon propre pitch en disant que, effectivement, si on veut, pour ceux qui tiennent à la réforme et qui y croient, il faut franchir le Rubicon, il faut se donner les moyens de le faire et il ne faudrait pas s'enfarger dans les plus petites fleurs du tapis. Il y en a qui vaut la peine, dans lesquelles il faut s'arrêter, mais je trouve intéressant l'angle que vous choisissez d'apporter et puis de nous ramener. Je continue à dire que les consultations sur les détails sont essentielles, qu'il faut s'y attarder, qu'il faut en discuter, puis on va les améliorer, mais il faut nous ramener à l'objectif commun qu'on a, c'est la proportionnalité, mais la participation citoyenne. Et là-dessus, merci beaucoup de cet angle-là, puis de nous ramener à ces grands principes-là. Ceci étant dit, je vais aller peut-être un petit peu... L'endroit où vous vous positionnez, là, peut-être un peu plus précisément, c'est sur la question du référendum. Vous vous gardez de formuler des recommandations sur le moment opportun, mais vous concédez que au moment d'une élection, puis on l'a vu d'ailleurs, c'est à l'île du Prince-Édouard, effectivement, où le référendum a eu lieu en dehors d'une élection, où le taux de participation était négligeable et que malgré le fait que la réforme est passée, si on veut, ou que le vote était en faveur d'une réforme parlementaire, on a écarté du revers de la main le résultat du référendum pour un taux de participation trop bas. C'est une des préoccupations que nous avons. Il y en a d'autres. C'est une des préoccupations que nous avons. Est-ce que vous pouvez nous entretenir un peu plus là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, en même temps qu'une élection, il y a d'autres raisons, mais en même temps qu'une élection, ça pourrait favoriser le taux de participation? Oui. Bien, la réponse, c'est oui. On pense qu'un scrutin général risque d'amener un plus grand nombre d'électeurs aux urnes, mais on identifie également des risques, ceux d'amalgame, et dans le projet de loi et dans les amendements qui ont été proposés sur la formation des camps référendaires, on voit clairement qu'il y a une mécanique prévue pour permettre l'expression des points de vue et chacun des camps va pouvoir informer clairement sur l'option qu'il privilégie. Cependant, on juge que c'est insuffisant et que, rendu là, il est trop tard pour faire ce travail de pédagogie sur les options. En période référendaire ou en période électorale, on va faire valoir l'option qui intéresse chacun des camps, mais on n'est plus dans un cadre neutre où on peut faire valoir de façon objective et de façon complètement détachée de toute intention partisane, les tenants et aboutissants et les avantages et inconvénients des deux options. Et c'est pour ça que nous, on propose qu'il y ait un travail d'information important qui soit fait avant cette période référendaire. Donc, dans le fond, juste pour résumer, vous me direz si j'ai bien compris, l'élément clé n'est pas nécessairement le moment du référendum pour vous, mais c'est l'information qui sera transmise préalablement à ce référendum-là pour s'assurer justement que le citoyen vote, comme vous le dites, parce qu'il n'en veut pas ou parce qu'il en veut vraiment, plutôt que parce qu'il n'a pas compris ou a été privé d'informations. Parce que je pense, moi aussi, que c'est à la portée de tous, mais on doit encore, faut-il, l'expliquer. Vous avez bien compris. Oui. Donc, on parle de rencontres d'information en amont. Vous avez mentionné un tiers neutre. Il faut que ces informations-là soient de l'information, non pas de l'opinion. Vous le dites très bien. Et vous parlez justement du fait que vous craignez que l'enjeu devienne partisan. Qu'est-ce que vous craignez? Parce que nécessairement, qu'on le fasse avant ou après une élection, je pense que ce n'est pas le moment qui va faire que l'enjeu va devenir partisan ou non. Qu'est-ce que vous craignez si l'enjeu est, par n'importe qui, là, est hijacké, si je peux le dire comme ça, de façon partisane? C'est quoi votre crainte par rapport aux citoyens, par rapport à la compréhension? Bien, c'est sûr que ce qu'on vous souhaite, c'est que les citoyens voient les bénéfices de cette réforme-là sur le long terme, puis pas juste lié à un gouvernement puis à un mandat de 4 ans, par exemple. Donc, si c'est trop collé à des programmes de parti ou des tensions partisanes, bien, c'est ça qu'on a peur, c'est que en fait, parce qu'on voit aussi qu'une des
dans le fond, surtout chez les jeunes, mais pas que, les gens s'intéressent à renforcer la démocratie, puis sur le très, très long terme. Donc, on veut que les bénéfices de cette réforme-là apparaissent de manière très générale. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, là. Oui, en fait, à partir du moment où on est en campagne, que ce soit une campagne électorale ou référendaire, on est en mode séduction, on est en campagne, on n'est plus en période d'information sur une base objective et neutre, mais on essaie de convaincre que notre option qu'on propose est la meilleure. Alors que pour permettre une décision éclairée, un consentement éclairé de la population, bien, on estime qu'ils doivent être informés, ces citoyens et ces citoyennes, avant que la chasse au vote ne soit ouverte. Et merci, M. le Président. Pour moi, ça va. Merci beaucoup. Monsieur le député de La Fontaine, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense qu'on a le même temps, même nombre de temps. Oui, merci beaucoup. Merci à vous, mesdames, d'être ici et de participer au débat. Puis je vais m'assurer, Monsieur le Président, avec votre collaboration, de laisser du temps à ma collègue de Bourassa-Sauvé pour poser quelques questions. Première des choses, j'aime la nuance que vous apportez dans votre mémoire. C'est à la page 12, je crois. La nuance que vous portez sur la rubrique « Risque de négliger l'importance d'informer adéquatement la population faute de temps », vous dites « Présentant sans censure ni jugement les avantages et inconvénients de chacune des options disponibles, le statu quo ou la réforme ». Vous êtes, je pense, pour celles et ceux qui sont venus, puis c'est pas un reproche, c'est un constat, qui sont venus dire, bien, il faut faire la réforme qui est en faveur, puis c'est bien correct qu'ils soient en faveur, c'est leur droit le plus strict. Mais vous apportez des nuances en disant, c'est pas totalement blanc et c'est pas totalement noir. Le statu quo est souvent présenté comme étant la fin des écus, l'impensable, versus le projet de loi 39, la proportionnelle, comme étant que des avantages. Vous, je vous entends bien, non. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. C'est bien ça qu'il faut lire dans votre mémoire, n'est-ce pas? Bien, c'est sûr que nous, on y voit des avantages, puis on a confiance en l'intelligence des citoyens que, bien, ils vont se faire leur propre opinion. Mais oui, quand on veut susciter la participation, faut analyser toutes les options, puis il faut voir les avantages, les inconvénients de toutes les options. C'est la base pour un débat démocratique, me semble-t-il. Bon. Et vous dites, et j'aimerais peut-être faire un pas de plus, puis lancer une perche peut-être à Mme la ministre qui dit que le premier ministre ne pourra pas, s'il y a une élection en même temps qu'un référendum, ne pourra pas présider le camp du oui. Peut-être que vous allez lui donner un argument. Lorsque vous dites, nous formulons le souhait que la présente réforme transcende les intérêts partisans. Vous, je ne connais pas la réponse, je vais vous poser la question. Est-ce que, par application de ce principe-là, croyez-vous qu'il serait bien avisé pour le premier ministre de ne pas être, pour éviter cette partisanerie-là, dans un contexte où vous ne mettez pas de côté une possible élection en même temps que le référendum? Faites-vous le pas plus loin en disant, puis effectivement, ceci étant dit, pour ne pas tomber dans la partisanerie, il faudrait un peu désincarner le débat des partis politiques, puis pas dire, bien, un vote pour la CAQ, c'est nécessairement un vote pour la réforme du mode de scrutin. Et ma question à cet effet-là, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que le premier ministre devrait normalement pas être le chef du camp du oui? Il y a des avantages et des inconvénients à ce que le ministre soit le chef du camp du oui. Pour le camp du oui, mais je parle pour la démocratie. Bien, c'est la même chose. C'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients à chacun, puis je suis pas sûre qu'on est en situation de se positionner. En effet. Okay. Ma collègue est prudente. Est-ce que je vous ai bien compris? Est-ce que vous faites le point que, selon vos analyses, vos études, il y a un meilleur taux de participation dans des systèmes proportionnels? Je pense que c'est votre affirmation au niveau de la participation électorale? Oui, bien, on n'a pas fait cette analyse-là détaillée dans le mémoire, mais il y en a d'autres qui l'ont fait. OK. On aura l'occasion, puis je veux dire, oui, vous avez raison dans le cas de l'Allemagne, mais c'est plus ou moins 2 %. Si je fais puis c'est juste l'Allemagne, parce qu'on parle beaucoup d'Allemagne, on parle beaucoup de l'Écosse. Je vais prendre ces cas-là. Je serais prêt à ce qu'on dépose un tableau puis qu'on fasse de façon systématique, qu'on s'entende. Mais quand on regarde les 3 dernières élections en Allemagne, le taux de participation était de 72,8 et au Québec, 70,8, 2 %.
Ça veut dire qu'il y en a déjà 2 % de plus, mais on est quand même sur la même planète. Si je prends juste le cas de l'Allemagne. Oui. En fait, il n'y a pas que le mode de scrutin qui a une incidence sur le taux de participation électorale. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui ont une incidence sur le taux de participation électorale, dont l'éducation à la citoyenneté, qui est très, très, très important aussi. Donc, c'est sûr qu'on ne pourra pas... C'est pas une panacée. On ne peut pas penser que parce qu'on va vers un mode de scrutin proportionnel, tout d'un coup, notre participation électorale va nécessairement monter comme ça en flèche. Tout à fait. Et je me réserve de vous... Parce que je veux les vérifier, parce qu'en Écosse, là, on est en bas, on est à 55-50 % mais je veux faire la vérification parce que je ne veux pas dire qu'ils votent à 55 %. Peut-être qu'on va vérifier puis que ça va être le cas, là, mais on est loin du compte si c'est le cas. Je ne m'avance pas plus loin. Il y a aussi, donc je suis content de vous entendre qu'on peut agir pour augmenter le taux de participation. Il n'y a pas qu'une seule voie à suivre, soit modifier le mode de scrutin. Si vous voulez bonifier, augmenter le taux de participation, je vous entends bien en disant, bien, là n'est pas la seule mécanique par laquelle on peut augmenter le taux de participation. Ça ne participe pas uniquement que du mode de scrutin, que d'augmenter la démocratie et la participation citoyenne. Je vous entends bien là-dessus. Tout à fait. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut faire pour agir sur la participation électorale. Alors, mais il faut se rappeler que les citoyens le réclament régulièrement dans les forums qu'on organise. Oui, et ils le nomment comme tel. Êtes-vous d'accord avec moi qu'entre un focus group, un sondage, une entente signée par 4 partis puis un référendum, c'est 4 consultations, donc 4 résultats différents? On peut s'entendre là-dessus? Le sondage comme tel, parce qu'on nous plaide, les Québécois le veulent, il y a 4 partis qui ont signé l'entente. Les Québécois le veulent, il y a tel sondage. Mais face à un référendum, là sera prise la véritable décision. On ne peut pas dire le débat est clos, on n'a pas besoin, on fait l'économie d'un référendum, là. En effet. Êtes-vous d'accord avec moi également, puis je trouve ça intéressant, c'est que souvent on met beaucoup d'espoir en une réforme. Puis je me rappelle du débat, parce que j'y ai participé, j'étais là, sur les élections à date fixe. Puis on disait, les élections à date fixe, là, ça va réellement faire avancer le Québec d'un grand pas. Les élections à date fixe, là, ça va faire augmenter le taux de participation, c'est ça que ça prend. Or, dans les 3 dernières élections, la seule qui s'est tenue à date fixe, c'est celle d'octobre 2018. Le taux de participation est le plus bas par rapport aux 3 dernières dans mes statistiques, là. Les 3 dernières, c'est 74,6, 71,4 et 66,4 élections à date fixe. Mon point, puis j'aimerais savoir des commentaires là-dessus, qu'on ne peut pas, lorsqu'on a une approche moindrement scientifique et comme la vôtre, dire, bien, c'est la panacée, comme aurait dû l'être les élections à date fixe. Au contraire, on a une chute. Je ne suis pas en train de dire que l'élection à date fixe n'est pas bon, mais je constate que ça n'aura pas eu une hausse de 5 %, mais une chute de 5 % du taux de participation. Bien, notre démocratie est un système extrêmement complexe et je pense qu'il y a plusieurs mécanismes et leviers sur lesquels il faut agir. Il faut les prendre un par un. Un éléphant se mange une bouchée à la fois. Mais si je nous sors de l'arène plus démocratique puis que je prends 2 exemples de démarches de réforme qui ont quand même eu des effets assez intéressants au sein de la société québécoise, on a vu, par exemple, une réforme sur l'aide médicale à mourir qui a eu des impacts incroyables sur la qualité de vie des gens, sur la confiance aussi que les gens peuvent avoir dans le système de santé. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a certaines réformes qui, effectivement, sont capables d'amener des changements importants et systémiques dans une société. Alors, une réforme du mode de scrutin contribue pour l'arène démocratique à faire un pas supplémentaire vers des institutions plus solides, plus fortes dans un contexte où la démocratie est en péril et elle est fragilisée. Madame la députée Bourassa-Sauvé pour une petite minute. Une minute. OK. Merci, mesdames. Je vais essayer de faire vite. Écoutez, justement, sur le taux de participation, je vois les études en Europe, un peu partout dans le monde, le taux de participation, même dans des pays où il y a la proportionnelle, ça tombe, ça baisse tranquillement. Avec le mode de scrutin proportionnel mixte, comme on le propose, moi, j'ai peur qu'il y ait une déconnexion parce que les comtés vont devenir plus grands, les gens vont être moins capables, moins accès à leurs députés, puis en même temps, on a les députés de liste. Est-ce qu'il n'y aura pas, finalement, une déconnexion qui, bon, au début, c'est sûr, il va y avoir l'effet de nouveauté, mais après, à un moment donné, il y aura une espèce de déconnexion de la population. Il y aura moins d'engagement citoyen. C'est ce qui me... Je ne sais pas si vous pouvez me répondre là-dessus, là, dans le temps qu'on a, mais je vous laisse aller.
Mais il y a déjà une déconnexion. Il y a déjà une déconnexion avec la population. Mais elle va s'accroître. Écoutez, c'est ce qui me fait peur. Je pense qu'il y a une déconnexion, il y a une tendance. Les gens votent de moins en moins. Il y a quand même une certaine méfiance envers nos institutions. Donc, on est tenu d'essayer des choses pour renforcer ça. Alors, c'est pour ça que les débats techniques sur la mécanique, puis trouver la façon que ce soit le plus représentatif possible, c'est des débats importants, puis il faut qu'il y ait des gens qui s'y penchent, puis qui les fassent, puis qu'on trouve les moyens. Mais il faut certainement quand même se faire des projets puis essayer. Oui, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez traité de la question du référendum et vous avez parlé d'avantages et d'inconvénients de tenir ce référendum-là pendant la période électorale. Vous nous dites, le bon côté, c'est que ça va peut-être stimuler la participation parce que les gens, de toute façon, vont se rendre aux urnes pour l'élection, donc ça pourrait, par la bande, augmenter les taux de participation au référendum. Mais vous nous dites, par contre, il y a un risque d'amalgame, de confusion. Et est-ce que je vous ai également entendu dire, il y a un risque que ce débat-là sur la réforme du mode de scrutin soit noyé, ou en tout cas dilué dans le débat partisan qui est propre à une campagne électorale. Donc, vous nous dites qu'il y a des bons, des moins bons côtés. Là, il faut prendre une décision, par contre. Et vous parlez de démocratie avec les gens sur le terrain depuis 16 ans. Donc, moi, j'aimerais vous entendre là-dessus. Quel est votre jugement définitif sur cette question-là? Est-ce que, démocratiquement, du point de vue de la participation citoyenne, c'est une bonne ou une mauvaise idée de tenir le référendum pendant la campagne électorale? J'aurais envie de vous dire, si j'avais une boule de cristal, j'aimerais pouvoir regarder dans le futur pour vous répondre. On ne l'a jamais fait. Alors, c'est difficile de prédire l'impact que ça pourra avoir. On a déjà vécu des référendums au Québec. J'ai même déjà été assez grande pour voter un référendum. Mais il est difficile de prévoir l'impact que ça pourra avoir. Par contre, je crois qu'il y a un risque qui est encore plus grand que le risque d'essayer ou le risque de mal positionner le référendum dans le cadre de cette réforme, c'est celui de ne pas faire la réforme. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'un référendum de validation comme c'est fait ailleurs dans le monde? C'est-à-dire, on applique la réforme puisqu'il y a une certaine légitimité sociale de l'affaire et par la suite, on fait un référendum pour voir si après avoir essayé ce nouveau mode de scrutin, les gens l'appuient. C'est une avenue qui est intéressante. Clairement, c'est pas celle qui est mise sur papier dans le projet de loi. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'un référendum, c'est un exercice auquel on convie la population à se prononcer directement sur une question et à faire un choix. C'est un exemple de démocratie. C'est une forme de participation. Et puis, c'est pas en soi, dans l'absolu, le référendum, quelque chose de mauvais. Évidemment, un référendum se perd et se gagne à la fois selon le camp dans lequel on appartient, mais le référendum en soi est un outil démocratique extraordinaire. Merci beaucoup. Monsieur le député de Rimouski, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. J'aime la phrase que vous dites, le gouvernement doit chercher le consensus le plus large possible pour réussir à passer là. Les gens des municipalités sont passés récemment et on voit qu'il y a une réticence. Là. Il y a un nœud où on s'est toujours frappé, face à ce nœud-là dans le passé. Pour arriver à un consensus, il y a quelque chose qui est proposé. Reconnaître les 17 régions, 125 députés, m'en rajouter 4 pour assurer la proportionnalité. Si c'est ça, le consensus qui peut nous emmener à aller vers la proportionnelle, est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Je pense que c'est à la population de prononcer son accord avec cette proposition et aux membres de la commission d'en débattre. Référendum rapidement. Si on arrive, là, il va y avoir au mois de mai 2022, on part vers une campagne référendaire. On part en mêler à ça une campagne normale, électorale. C'est sûr que ça va devenir partisan. Vous ne voulez pas que ça devienne partisan. Est-ce qu'on serait mieux de faire un référendum avant et faire de la transpartisanerie? Il y aurait des différents partis politiques dans le camp du oui. Si les Québécois verraient que c'est transpartisan, est-ce que ça ne serait pas mieux, vous pensez? Bien, c'est une option qui est à explorer, certainement. Mais encore, comme on le dit, ce qui est important et ce sur quoi nous, on veut s'attarder, c'est vraiment sur la qualité et le sérieux et tous les efforts qui doivent être investis dans une campagne d'information pré-référendaire, peu importe le moment auquel va se tenir le référendum.
c'est-à-dire une campagne d'information neutre et objective avant que les camps ne s'organisent et que les opinions se cristallisent. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. le député. Madame la députée de Marie-Victorin, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mesdames, de nous ramener aux principes de la réforme de laquelle nous débattons dans cette commission. Le député de La Fontaine a évoqué les effets directs que pouvait avoir la réforme du mode de scrutin sur le taux de participation, mais je crois qu'on peut aussi parler d'effets indirects sur la baisse du cynisme et éventuellement, on l'espère, la hausse du taux de participation. Par exemple, quand on considère le changement de culture politique à laquelle la réforme du mode de scrutin nous invite avec nécessairement une plus grande collaboration entre les différents parlementaires, les différentes formations politiques, lorsqu'on aura des gouvernements, disons, qui devront avoir certaines ententes de collaboration pour faire passer des projets de loi. À mon sens, ça cadre bien aussi avec la personnalité de la société québécoise, si je peux dire les choses ainsi. Donc, est-ce que vous êtes d'accord aussi qu'il y a des effets indirects très importants qui peuvent avoir sur le taux, par exemple, de participation et la confiance des Québécois en nos institutions démocratiques? Difficile d'être en désaccord avec ce que vous venez de dire. Et puis, j'ajouterais même que cette réforme est une occasion formidable de susciter le débat au sein de la population québécoise sur l'importance que nous accordons à nos institutions et sur l'importance que revêt la démocratie pour l'ensemble de la population québécoise. Et puis, cette occasion-là, je pense qu'il faut la saisir. Et puis, effectivement, ça risque, cette discussion, d'avoir des effets collatéraux dont on va tous bénéficier. Bien, merci. Rapidement, est-ce que vous avez des revendications précises sur la participation des organisations de la société civile lors du référendum? Non, mais on soulève simplement le risque que les organisations de la société civile soient pas poursuivies, mais mises en demeure parce qu'elles veulent contribuer à informer les citoyens sur les différentes options, comme on l'a vu au dernier scrutin, aux dernières élections générales. Certains groupes ont été bâillonnés ou invités à ne pas participer à la discussion alors qu'ils informaient les gens. Alors, on craint que cette situation ne se reproduise, d'autant plus que dans un contexte et là, hypothétique, électoral et référendaire en même temps, les tensions seront encore plus vives et donc l'intérêt d'informer la population sera encore plus grand. Merci beaucoup. À mon tour de vous dire merci de votre participation aux travaux de la Commission. Je suspends les travaux pour quelques instants. Merci.